bienvenue pour cette analyse approfondie. Aujourd'hui, on se penche sur l'intelligence artificielle générative. Oui, un sujet brûlant. Exactement. On a un texte explicatif assez dense et l'idée, c'est de décortiquer ça ensemble. Comprendre ce que c'est, comment ça fonctionne. C'est ça. Et puis, voir les applications concrètes, les avantages, mais aussi les limites ou les questions que ça soulève selon notre source. Ce qui est frappant d'emblée, je trouve, c'est que cette IA, elle ne fait pas qu'analyser, elle crée. Elle génère, oui. Du texte, des images, même de la musique. Et c'est souvent assez bluffant de réalisme, faut le dire. Oui, parfois on a du mal à distinguer. Alors, allons-y. Pour commencer simple, comment on pourrait définir cette technologie en gros? Disons que ce sont des systèmes, des algos qui apprennent à partir d'énormes quantités de données. Des données existantes, genre texte, images, son. Voilà. Ils apprennent les styles, les motifs, les structures dans ces données. Et ensuite, ils sont capables de générer du contenu qui est nouveau. Nouveau, mais qui ressemble à ce qu'ils ont appris sans copier. Sans copier. C'est l'idée. Pas une simple copie, mais quelque chose d'original, qui a l'air authentique si on veut. D'accord. Et le texte donne des exemples connus, je crois. Oui, bien sûr. On parle de ChatGPT pour le texte, évidemment. Le plus connu, sans doute. Oui. Puis DALL-E au Midjourney pour les images. Ah oui, les fameuses images générées. Et même des outils plus spécialisés comme Aiva pour la musique ou Valley pour cloner des voix. Ok, ça donne une bonne idée. Et techniquement, comment ça marche derrière? C'est complexe, j'imagine. Oui, ça repose sur ce qu'on appelle l'apprentissage profond, le deep learning. Les réseaux de neurones. Exactement, souvent via des réseaux de neurones artificiels très profonds. Notre source mentionne quelques types clés. Il y a les grands modèles de langage, les LLM. Comme GPT. Voilà, comme GPT, spécialisés dans le texte. Il y a aussi les GANs. Les GANs. Générateurs adversariels en réseau. En gros, deux réseaux qui s'affrontent un peu pour créer des images hyper réalistes. C'est assez malin comme système. Ah d'accord. On trouve aussi les VAE, une autre approche pour générer des images ou des sons. Et puis, l'architecture qui est un peu partout maintenant, les transformateurs. Utilisé dans GPT et DALL-E, c'est ça? Tout à fait. Ce qui est vraiment au cœur, c'est cette capacité à saisir l'essence des données pour pouvoir ensuite recombiner, créer du neuf. Et ça ouvre la porte à plein d'applications concrètes, si je comprends bien le texte. Ah oui, l'essor est assez spectaculaire. Le domaine le plus évident, c'est la création de contenu. C'est-à-dire? Rédiger des brouillons d'articles, des emails, générer des images pour une présentation, composer une petite musique d'ambiance, même aider à écrire du code informatique. Carrément. Et en dehors de la création pure. On voit des choses dans l'éducation. Des outils pour faire des exercices sur mesure, des sortes d'assistants pédagogiques. Intéressant. La recherche scientifique s'en sert aussi, par exemple pour accélérer la découverte de nouvelles molécules ou analyser des données complexes. D'accord. Et communication marketing aussi, j'imagine? Bien sûr. Générer des slogans publicitaires, personnaliser des emails ou des offres à très grande échelle, voilà où ça devient vraiment intéressant pour certaines entreprises. Ça touche beaucoup de secteurs en fait. Quels sont les avantages principaux que le document met en avant? Alors, le premier, c'est souvent le gain de temps, pour des tâches un peu répétitives ou pour démarrer un projet. Un premier jet, par exemple. C'est ça. Ensuite, il y a l'idée de démocratiser un peu la création. Même sans être graphiste, on peut générer une image correcte. Oui, ça abaisse la barrière technique. Exactement. L'automatisation personnalisée est un autre point. Et puis, globalement, c'est vu comme un outil d'assistance puissant. Un assistant amélioré, quoi. En quelque sorte, si on regarde la vue d'ensemble, l'impact potentiel sur de nombreuses professions est considérable. D'accord, beaucoup de potentiel donc. Mais j'imagine qu'il y a des bémols. Le texte parle de limites. Oui, et c'est crucial de les avoir en tête. La première chose, c'est la qualité qui peut être variable. C'est-à-dire? Pas toujours parfait. Loin de là. Ces IA peuvent faire des erreurs factuelles. Elles peuvent même halluciner. Halluciner. Oui, c'est le terme. Elles inventent des informations qui ont l'air plausibles, mais qui sont totalement fausses. Ça peut être très convaincant et donc dangereux. Ah oui, d'accord. Et d'autres problèmes de qualité? Manque de cohérence parfois, surtout sur des textes longs. Le raisonnement logique n'est pas toujours leur fort. La fiabilité n'est pas encore garantie à 100%. Et au-delà de la qualité pure, il y a d'autres enjeux plus complexes. Tout à fait. Le texte soulève la question des biais. Comme ces IA apprennent sur des données existantes, elles peuvent hériter et même amplifier les stéréotypes présents dans ces données. Oui, c'est un problème récurrent avec l'IA. Absolument. Et puis, il y a toutes les questions éthiques et juridiques. Les droits d'auteur sur les œuvres générées, par exemple. À qui appartient une image créée par IA? Bonne question. Et la confiance dans le contenu généré. Comment on distingue le vrai du faux?
Ça ouvre la porte au risque de désinformation massive, avec les deepfakes, les textes trompeurs. Oui, ça soulève une question importante sur la prudence nécessaire. Voilà, il faut être vigilant. Et que dit la source sur l'avenir de tout ça? Où est-ce qu'on va? L'idée générale du texte, c'est que cette technologie va probablement s'intégrer de plus en plus dans notre quotidien, dans nos outils. Pour remplacer les humains? Pas forcément, ou du moins ce n'est pas la vision principale du texte. L'idée serait plutôt d'augmenter la créativité humaine. Augmenter? C'est-à-dire? Fournir des outils d'inspiration, accélérer certaines étapes, rendre des choses plus accessibles. Une sorte de... De copilote créatif. C'est une bonne image, oui. Un partenaire pour créer. Et les évolutions futures attendues? D'après la source, on peut s'attendre à des améliorations sur la qualité, la fiabilité, la véracité des contenus. C'est un gros chantier. Réduire les hallucinations, par exemple. Exactement. Il y a aussi un enjeu de transparence. Mieux comprendre pourquoi l'IA génère telle ou telle chose. Et puis, bien sûr, la question de l'encadrement réglementaire qui va devoir suivre. Logique. La conclusion clé du texte, c'est qu'on assiste à un changement assez profond dans la création, le travail, la communication. Il faut aborder ça avec enthousiasme et prudence. Un mélange des deux. Oui. Comprendre comment ça marche est essentiel pour une utilisation qui soit éthique, responsable et créative. Parfait. Donc, si on résume rapidement cette exploration basée sur le texte, l'IA générative, ça apprend sur des masses de données pour créer du contenu original. C'est ça, en s'appuyant sur le deep learning, avec des modèles comme les LLM ou les GANs. Mais les applications sont déjà très nombreuses, ça offre des gains de temps, de nouvelles possibilités créatives. Mais attention aux limites. Oui, vigilance sur la qualité, la fiabilité, les biais, les questions éthiques. Et l'avenir serait plutôt une collaboration homme-machine. Voilà. Et pour laisser matière à réflexion, une question qui découle un peu de tout ça. Oui. Puisque ces IA apprennent à partir de nos créations, de tout ce qui existe déjà. Oui. Jusqu'à quel point leurs productions sont-elles vraiment originales? Bonne question. Quelle est la nature de la créativité quand la machine s'en mêle? Et comment ça redéfinit, peut-être, notre propre potentiel créatif à nous, les humains? Une excellente question pour conclure, en effet. Ça laisse à penser. C'est la fin de notre analyse pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.